Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret Couleur du deuil. Aujourd'hui, je suis avec Karine Leclerc. Je vais la présenter dans quelques instants, mais je voulais juste vous rappeler pourquoi est-ce qu'on est tous réunis aujourd'hui. C'est parce qu'on poursuit tous un but commun, hein. On veut traverser mieux, plus sereinement nos deuils. Et on en a des deuils tous les jours, finalement même des petits et des grands évidemment dans toute notre vie. On a besoin d'outils pour nous aider à apprivoiser le manque de la personne qui est partie, pour comprendre le processus de deuil, nos émotions, et Dieu sait qu'il y en a, on va en parler longuement avec Karine aujourd'hui, et à nous adapter aux changements qu'engendrent les deuils. Alors c'est pour ça qu'avec Karine et 10 autres formatrices, nous avons créé le coffret Couleur du deuil. C'est un ensemble de 11 formations qui sont disponibles pendant un an, donc vous pouvez les écouter autant de fois que vous voulez, et elles vont traiter de différents sujets très très complémentaires: les émotions, le chaos, les résistances, l'isolement, les liens d'attachement, les rituels, les pertes chez les jeunes, le deuil animalier, l'acceptation, le cadeau caché. Donc c'est vraiment tout un cheminement qu'on vous permet de faire en suivant ces 11 formations qui sont pratico-pratiques. Vous avez beaucoup d'exercices, beaucoup de PDF, donc c'est vraiment quelque chose de facile à suivre, et en plus vous pouvez les suivre en toute intimité chez vous et vous laisser aller avec vos émotions pendant l'écoute. Le coffret est en vente jusqu'au 20 novembre, donc ne tardez pas trop. Et ce coffret est vraiment pour tous les endeuillés, que vous ayez un deuil récent, un deuil plus ancien, et également pour tous les professionnels, les thérapeutes, les psychologues, les psychothérapeutes qui accompagnent la clientèle qui est en deuil. Alors, sans plus attendre, je me tourne vers Karine, et j'oublie de vous dire, vous pouvez également laisser vos commentaires ou vos questions dans la petite partie chat ou questions-réponses, puis je vais les poser au fur et à mesure à notre spécialiste aujourd'hui. Alors Karine, tu es alliée du deuil, maître en hypnose, neuroactive coach. Bonjour Karine. Bonjour Aurore, très heureuse d'être là. Alors Karine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, puis comment tu es arrivée dans l'univers du deuil, toi? En fait, j'ai commencé, je dis souvent que le créneau m'a choisi plus que le contraire, en fait. J'ai eu à traverser mes propres deuils très, très tôt, là, dès mon arrivée, en fait, dès ma naissance. Et je me suis vraiment perdue dans tous les deuils. Donc, j'ai perdu mon père à la naissance, mon père adoptif, j'avais 8 ans, et ma mère à 19 ans. Et à travers ces deuils-là, et c'est évident que j'ai eu d'autres deuils aussi à travers ça dans ma famille directe. Mais à travers ça, c'est comme si on n'était pas éduqués à la mort, on n'était pas éduqués à vivre nos émotions. Juste ça, je dis souvent, c'est un des plus grands tabous. Au-delà de la mort et du deuil, là, les émotions, c'est très tabou. Alors, j'ai essayé du mieux que je peux, en ayant perdu mes repères, de me retrouver là-dedans à 19 ans. Et moi, je me suis vraiment perdue. Donc, c'est à travers des études, des années plus tard, que j'ai voulu comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, comme rassasier ma tête, hein, pour me permettre de descendre à mon cœur puis de me relever de ces deuils-là. Alors, tu offres dans le coffret une toute nouvelle formation que tu as créée de A à Z qui s'appelle les chaos et les incohérences du deuil. Alors, Mm-hmm. pourquoi ce sujet? J'ai vraiment choisi d'aborder ça. C'est sûr que ça ne peut pas convenir à tout le monde, dans le sens qu'il y a des personnes qui ont une hygiène émotive, qui ont traversé plusieurs deuils, qui ont découvert leur propre façon. Mais c'est quelque chose que je voyais constamment dans le parcours de deuil, des personnes qui avaient beaucoup de difficultés, dans lesquelles ils se butaient à des obstacles, et ça venait jouer sur leur estime dans le processus. Et moi-même, j'ai vécu ça. Donc, j'étais extrêmement résistante. Je fais toujours l'humour en disant que j'aurais pu avoir un doctorat en résistance par reconnaissance d'acquis, parce que j'ai résisté à tout, à tout, à tout, longtemps. J'ai été dans une période de déni, je pense que ça dure environ 4 ans. Je résistais à l'aide, je résistais à la compréhension. Puis ça m'a amené très bas. Évidemment, j'ai pas d'histoire là épouvantable à raconter dans mon dédale, mais c'est intérieur beaucoup que ça se passait. Je me suis vraiment perdue, et dans ces résistances-là, quand plus tard j'ai étudié, puis ensuite j'ai eu une clientèle, évidemment, là, j'ai ma clientèle, ça fait plusieurs années, je réalise à quel point euh, les gens sont confrontés à des résistances. Et ce que ça crée, c'est que les gens, ça les freine dans leur processus. Ça vient jouer sur la perception qu'ils ont d'eux, parce que c'est comme si on perd nos repères puis on ne se reconnaît plus à travers cette souffrance-là. Et les gens se perdent, ils ont de la difficulté à se retrouver, à reconnecter au meilleur d'eux dans cette traversée-là. Et j'ai créé cette formation-là pour les personnes qui se retrouvent un peu butées à ces obstacles-là.
Alors, donne-nous un exemple peut-être d'une résistance les plus communes chez les endeuillés. Juste accepter d'être vulnérable. Accepter d'être vulnérable, premièrement, c'est quelle perception qu'on a de la vulnérabilité. Chez moi, là, j'ai vu des personnes mourir constamment. Là. Avant mes 25 ans, j'avais 12 membres de ma famille directe qui étaient décédés. Fait que moi, le salon mortuaire, j'étais à l'aise d'aller là. Il n'y avait pas de problème. Mais je voyais constamment les personnes se retenir de pleurer. Donc, chez moi, dans mon entourage, dans ma famille, je les juge pas, hein, on n'a pas appris ça. La vulnérabilité, on ne devait pas le montrer. Puis souvent, ce que j'entendais, c'est « aide donc bien forte, c'est donc bien forte ». Quand ma mère est décédée, j'étais en gel émotif. Aujourd'hui, je le comprends, j'étais incapable de ressentir des émotions, j'étais déconnectée de moi-même. Donc, les gens disaient hey, « qu'elle est forte, elle est forte ». Puis vraiment, ça venait me chercher, ça me fâchait quand les gens me disaient ça, parce que moi, je savais ce que je retenais en dedans. Je savais ce que je retenais en dedans. Donc, on m'a dit ça pendant des années. Et donc, il a fallu que j'accepte d'être vulnérable. Mais j'avais l'impression que si je devenais vulnérable, ben, j'allais en mourir. Mais on nous explique pas ça. On nous explique pas qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. On nous explique pas que une autre résistance reliée à ça, c'est que de parler de ce qui fait mal va avoir un impact sur la résolution du deuil. Christophe Fauré, un psychiatre extraordinaire qui travaille sur le deuil de la fin de vie, dit souvent faut user la charge émotive. C'est une des premières choses que j'explique à ma clientèle. C'est normal que ça fasse mal. C'est comme ouvrir quelque chose, on va aller jouer là-dedans, mais on va pas jouer dans la souffrance, mais c'est comme quand la personne en parle, c'est comme si elle accepte de regarder ce qu'elle traîne en fait, de sa souffrance. Et par l'hypnose, évidemment, on a des outils pour aller apaiser, donc sans nécessairement aller jouer dans tout ça. Mais la personne a besoin de se dire, elle a besoin de parler, d'exprimer. C'est quand on comprend qu'on n'en meurt pas, le besoin est là. Et c'est là que les personnes vont radoter. Souvent ça, on a besoin de radoter pour processer l'information. Puis, parce qu'on dit accepter le deuil, mais accepter, c'est un cheminement. Il faut accepter tellement d'étapes pour arriver à accepter la perte. Ça, c'est un cadeau au bout si on y arrive, mais ça se peut qu'on n'accepte jamais la perte, mais qu'on accepte ce qu'on vit pour la perte. Donc, il y a beaucoup de façons de voir ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils se sentent coupables. Tu sais, il y a un sentiment de culpabilité, je pense, très fort quand on est endeuillé. Est-ce que tu dis que c'est aussi une résistance? Absolument. Puis la culpabilité vient se pointer le nez dans tout. Tout à coup, il y a l'émotion, beaucoup de la colère qui va être là aussi. La colère, c'est une demande de changement, mais on la connaît pas. On ne comprend pas pour quelle raison elle va arriver dans le processus. Donc, moi, souvent, on me disait que c'est normal que tu sens de la colère. Puis moi, je voyais juste, je peux pas en vouloir à ma famille d'être décédée, c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais en fait, j'en voulais à la vie. Et étant donné que je voulais pas déplaire, du moins, donc j'essayais de cacher ma colère, mais ça se rejetait contre moi en culpabilité, en remise en question. Donc, la culpabilité, quand on exprime notre colère, ben la culpabilité vient jouer après en me disant, je suis pas correcte d'être comme ça, c'est pas moi d'être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai de la tristesse, j'ai de la peine, ou je me confie, je me sens lourde, donc la culpabilité vient jouer là, j'ai pris trop de place, je me suis montrée vulnérable, donc la culpabilité vient jouer là aussi. Ensuite de ça, si j'ai de la joie, si tout à coup il y a un état de joie puis de la gratitude, ça fait partie de notre éducation. Évidemment, c'est pas tout le monde, mais la culpabilité peut venir se pointer. C'est comme si je suis plus loyale à la personne que j'ai perdue. Alors, si je recommence ma vie puis si j'accepte de poursuivre, la culpabilité peut être là, dépendamment de comment la personne est décédée, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus. J'appelle ça la course aux dernières fois. Donc, quand la personne décède, c'est quand la dernière fois que j'ai dit je t'aime, c'est quand la dernière fois. Donc, cette course aux dernières fois-là qui nous garde incessamment dans une espèce de processus de rewind, on recule, on revient, on essaie de prendre des photos puis déboucher de tout ce qui est passé. Donc, la culpabilité vient jouer, s'immiscer dans tous ces petits souvenirs-là aussi parfois. Très intéressant. Et je voyais sur la page Facebook, il y a beaucoup de gens qui disent, mais nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire faire son deuil. Puis tu en as d'autres qui disent, mais on ne fait jamais son deuil. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase, toi? Ça fait partie des résistants. Je trouve ça vraiment le fun que tu en parles. On va résister à des mots. Les gens me disaient, Karine, t'es tellement forte, on voulait pas mal faire, mais moi, ça me fâchait. Faire son deuil, on fait jamais son deuil. C'est tellement délicat être dans le deuil, parce qu'il y a des mots qui vont déranger certaines personnes, d'autres mots qui vont déranger d'autres personnes.
on joue avec les mots dans tout. Il faut essayer de comprendre, moi, quand que je parle à ma façon à moi, que je pense vraiment que j'ai traversé mes deuils, c'est qu'ils ne sont plus envahissants et aussi pointus. Ça m'arrive encore après des années de penser, de parler de ma famille ou quoi que ce soit, puis qu'il y a des larmes qui coulent, mais elles ne me déchirent plus. Je me sens plus manœuvrée par ma souffrance. Je sens que c'est moi qui ai le volant entre les mains. Je sens que je peux accueillir cette souffrance-là sans avoir peur aussi d'en mourir comme avant. Je sens qu'elle fait partie de moi. Le deuil, tu sais, souvent on va dire la notion du vide. Dans mon livre, j'ai écrit un texte, puis ça dit que justement, ce vide-là, ça peut être un espace dans lequel on peut créer un jardin pour aller nourrir avec l'amour qu'on a, parce que il reste des choses. La relation demeure encore après la perte. La personne n'est plus là physiquement, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui continue de grandir. Et faire son deuil, je pense qu'il y aurait autant de définitions que de personnes. Parfois, ça peut nous fâcher, puis c'est correct que ce soit. Je pense que la colère, elle peut passer aussi par des mots. Mais je pense que c'est quand, tout à coup, cette souffrance-là n'a plus le contrôle de tout dans notre vie. Parce qu'il y a des périodes où on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, si je fais mon deuil, ben, je vais l'oublier. Mm-hmm. Alors qu'au contraire, en faisant son deuil, on va lui rendre hommage beaucoup plus, non? Oui, puis quand on vit aussi. Moi aussi, ça a été longtemps, c'est comme si je pouvais pas continuer. C'est comme si je me sentais coupable d'être encore en vie pendant que ma famille est décédée. Tu sais, comment moi je peux continuer? Ça, c'est très sournois, hein, tout le temps, ces sentiments-là. Mais c'est ça, il faut parler plus, il faut éduquer les gens à la mort, il faut éduquer les gens au deuil. C'est une des premières étapes, je pense, quand on traverse un deuil. Bizarrement, les personnes arrivent là un peu pris de court, puis des fois, ils ont de la difficulté à placer des mots. Ils viennent pas me voir tout de suite après. Ça prend un peu de temps, mais c'est correct. Puis quand ils arrivent, c'est la première chose que je fais. Là, je le sais. Je vais vous donner des informations. Parce que je sais très bien, j'attire les personnes aussi avec rationnel. On attire ce qu'on est. Donc, avec un côté rationnel. Puis, je le sais qu'il faut que je donne de la moulée ici. Si la tête elle n'a pas la bédaine pleine, elle ne pourra pas faire une sieste puis descendre au cœur. On a besoin de comprendre. Puis c'est pas vrai que c'est tout dans la tête que ça va se passer. Comprendre, là, c'est juste pour calmer, pour enlever la barrière, puis ensuite aller vraiment faire une espèce d'apaisement, mais c'est ça au niveau du cœur. Mais la tête, le cœur et le corps traversent tous des deuils différents en même temps. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va virer fou. Autant dans la fin de vie que dans le deuil. Les personnes ne comprennent pas parce qu'ils ont de la difficulté aussi à exprimer ce qui se passe parce que c'est souvent une petite partie d'eux qui ressent quelque chose, mais pas l'entièreté de ce qu'ils sont. Et de pouvoir exprimer, mes clients ils disent souvent, c'est comme, mais là, on dirait que mon cœur fait le deuil de telle chose. C'est mon corps qui fait le deuil de telle chose. Ma tête a compris que mon mari est parti parce que j'étais plus capable de le voir souffrir. Et mon corps, lui, il accepte pas. Mon cœur accepte pas. Donc, ça permet aux gens d'exprimer par une partie d'eux des choses qui sont ressenties puis qui passent en eux. Et ça permet d'accepter un peu plus les états qu'on traverse sans se sentir inadéquat. T'sais. Parce que si je dis, ben, il y a une partie qui est soulagée en moi, des fois, ça paraît mal, mais si je dis, ben, ma tête comprend, tout à coup, c'est possible. Alors, pour moi, c'est comme des petits ponts pour exprimer ce qui est là, en fait. C'est bien expliqué. Et toutes ces entrevues qu'on a passées, il y a beaucoup de gens qui nous parlaient de deuil blanc. Donc, c'est des personnes, par exemple, qui sont atteintes de démence ou d'Alzheimer, donc qui sont physiquement présentes, mais mentalement déjà un peu parties. Est-ce que les résistances sont un peu les mêmes dans un deuil blanc? Oui, mais ça change constamment. Alors, dans le deuil blanc, c'est très méconnu aussi, puis c'est très banalisé aussi en société parce que les personnes ont de la difficulté à mettre des mots. Tu sais, on va rencontrer, exemple, si on parle de l'Alzheimer, donc la personne va aller voir son parent, une journée, il ne reconnaît plus, mais c'est difficile de s'imaginer ce que ça va faire quand on ne l'a pas vécu. Alors, ce deuil-là
va nous mettre parfois on va couper parce qu'on se doit aussi de tenir le phare. On se veut d'être là, donc la tête prend la relève. Parfois, j'ai des personnes, des proches aidants, j'accompagne beaucoup les proches aidants. Et quand on est proche aidant, on fait le deuil de la personne comme elle a été. Et parfois, la personne, elle a de la démence, elle est tellement souffrante qu'elle est c'est plus la même personne, là. On s'entend elle demeure, son essence demeure là, mais le corps est à la fin, est souffrant. Alors, la personne va traverser constamment des résistances et d'accompagner quelqu'un qu'on aime va créer ça aussi. Parce que comment je peux accompagner et vivre mes émotions en même temps? Donc, foncièrement, il faut que je coupe. C'est quelqu'un qui a des enfants, puis qui doit continuer cette vie-là. Les enfants nous ramènent dans le moment présent. Et là, je dois m'occuper là-bas. Moi, je vis quelque chose, mais je le mets sur pause. Je le mets, tu sais, je vais le congeler un peu, puis on dégèlera quand ce sera le temps. Je peux pas, parce que c'est comme la survie qui s'installe. Donc, beaucoup de résistance qui va se créer. Puis à travers les deuils blancs, à travers la démence, c'est un paquet de petits deuils. Donc, il peut y avoir des résistances face aux émotions qu'on vit. Et j'ai une personne qui me disait, j'ai l'impression, puis c'était sa tête qui parlait, comme disait, mais j'ai l'impression qu'il joue avec moi parce qu'une journée me reconnaît pas. Je sais qu'il veut pas ça, mais j'ai à traverser constamment le deuil. Ah, OK, finalement, c'est correct, il me reconnaît. Oups, il me reconnaît plus. Là, il est agressif. Là, fait que c'est extrême. C'est très, très, très difficile. Ça prend un support vraiment très grand. Et on a eu aussi beaucoup de questions sur les morts par suicide. Mm-hmm. Très, très précise. J'imagine là aussi, on a toutes sortes d'incohérences et de chaos quand la mort par suicide survient. C'est un deuil particulier, le suicide. C'est un deuil qui amène énormément de culpabilité. C'est un très long processus aussi. Chaque personne va l'interpréter aussi à sa façon. Mais de la façon qu'on interprète la perte puis le départ de la personne est souvent très encombrant, va amener beaucoup de pensées parasites, donc beaucoup de culpabilité, beaucoup de résistance, beaucoup de colère. Quand on comprend que la colère, c'est une demande de changement, je veux que ça change, on comprend que ça fait partie de tous les deuils, mais principalement du suicide en très grande majorité du temps. C'est pas dans tous les cas, je veux pas généraliser, mais c'est souvent fréquent. Et les courses aux dernières fois, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'ai dit? Puis, donc, on se surresponsabilise face à la vie de la personne qui a fait ce choix-là. Et on se doit de faire le ménage là-dedans aussi. Mais on a besoin de beaucoup de bienveillance dans ce processus-là parce qu'on a souvent tendance à être très dur avec nous. Ouais. Puis tout le monde va se surresponsabiliser face à ce qu'il aurait pu faire, face à la situation de la personne, face à sa souffrance. On a de la difficulté à laisser entrer à l'intérieur que la personne est responsable de sa vie. On ne peut pas avoir cette portée-là. C'est un long processus pour que ça s'intègre. La tête comprend ça, mais que ça s'intègre au cœur puis au corps, c'est un long processus. Ça prend beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute de soi dans ces pensées-là. Alors, tu l'as répété souvent, effectivement, que le deuil ne va pas juste jouer sur un état de notre être. Ça va jouer donc sur notre tête, notre cœur, nos émotions, même le côté spirituel aussi, nos relations avec les autres. Tu as parlé aussi un petit peu d'hypnose. Toi, est-ce que tu l'as pratiqué par rapport à toi ou tu as reçu de l'hypnose qui t'ont aidé finalement à traverser certains de tes deuils? Je ne sais pas si ça existait quand moi l'hypnose existait, là, mais pas pour le deuil, je n'avais jamais entendu parler, même que quand moi j'ai décidé de faire ma formation il y a plusieurs années, je l'ai fait dans je me suis dit, moi, là, tout mon regard sur tout ce que j'apprends, je le transforme pour mon entreprise. Je veux vraiment que ce soit un outil qui est là pour moi. Alors, ça l'aide à transcender les émotions trop envahissantes. Premièrement, comprendre le message de ces émotions-là, parce que le but, c'est pas de les enlever. Elles sont là pour une raison. C'est juste que, étant donné qu'elles ne sont pas confortables, on voudrait les enlever parce qu'on comprend pas qu'elles sont là pour nous aider à quelque chose. Donc, on va aller transformer l'état, la perception. Donc, ça va avoir un impact dans notre vie de tous les jours aussi. On n'enlève pas quelque chose. On veut comprendre leur message pour mieux être fonctionnel et pouvoir faire les actions aussi qui sont reliées à certaines émotions. Donc, l'hypnose, c'est extraordinaire. J'ai vraiment
Ben, ça a l'air bizarre de dire ça, j'ai beaucoup de plaisir avec ça, mais ça l'aide énormément les gens. Je sens que c'est utile. Et c'est pas vrai qu'on ne peut pas, les gens disent, mais ça fonctionne pas avec moi. Ben, c'est pas un niveau de transe comme un Mesmer, là, on est ailleurs. C'est vraiment de l'hypnose thérapeutique, donc c'est différent. Et, on a simplement écouté une histoire. Les gens ont peur parfois, mais on peut, à la limite, penser à notre liste d'épicerie en même temps. Puis, il y a un travail qui se fait avec l'inconscient. Donc, c'est une belle technique qu'on parle très peu, mais qui est extraordinaire. Ok, donc toi, tu penses que même les gens très cartésiens sont quand même peuvent être réceptifs à l'hypnose. On travaille avec la partie d'eux qui veulent, parce qu'ils sont venus et ils payent. Mais souvent, c'est ce que je dis à mes clients. Ben, c'est correct que moi, je ne cherche pas à convaincre la personne que ça va fonctionner ou que ça va fonctionner en fait. Ça ne m'appartient pas. Mais quand la personne vient me voir, je me dis, ben, est-ce qu'on peut travailler avec la partie de toi qui paye la séance? Elle doit vouloir, celle-là, ça vient ici, puis elle paye, les gens font, ouais, OK. Mais on va travailler avec cette partie-là, puis on va laisser le reste, tout le reste, être là tout simplement sans chercher à convaincre. Le doute a le droit d'être là. Donc, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais en même temps, c'est ce que je dis toujours, on n'enlève pas le processus. On accompagne le processus. Les gens cherchent une pilule magique pour, et je comprends, là, je l'ai cherché moi aussi. J'aurais voulu qu'il y ait quelque chose ça va plus vite dans le deuil. On est comme, le temps devient notre ennemi. Et on veut donc que ça chemine, puis que ça avance, puis qu'on règle ça. Mais l'hypnose, comme tout ce qu'on va faire durant un deuil, va venir nous aider à cheminer dans le processus. Nous amener des outils, comme un chemin de Compostelle qu'on fait. On marche longtemps, on a des ampoules, mais si on a des bons souliers, si on a... Donc, c'est tout, c'est de voir qu'est-ce que je peux apporter dans mon processus qui va m'aider à traverser ça avec le plus de soleil possible. Ouais. Oui, puis c'est exactement ça que fait le coffret, c'est de vous offrir vraiment des repères, Ouais. des outils concrets pour avancer. Parce que justement, il y a quelqu'un en conversation privée qui dit, est-ce que réellement le temps apaise tout et le temps arrange tout dans le deuil? J'imagine que non, c'est pas magique en attendant que le temps ça passe puis que finalement notre deuil va être réglé. Il faut quand même qu'on ait certaines actions à faire. Ben absolument. Il y a une différence. Le temps fait son travail, comme Christophe Fauré en parle aussi, les cicatrisations. Donc, c'est pas nous qui choisissons que la cicatrice va se réparer. Hein, le processus, le corps commence à faire son chemin. Par contre, on peut l'infecter. On peut vraiment faire en sorte que la cicatrice soit mieux réparée possible. Et donc, mais on peut empirer le cas. Ça, c'est dans certains. Donc, qu'est-ce que je fais dans le travail de deuil? Le deuil, c'est le processus de guérison qui s'enclenche. Mais qu'est-ce que je fais dans le travail de deuil afin de traverser cette période-là avec conscience? Parce que l'objectif, là, c'est de vivre le deuil en conscience pour ne pas le subir. Si je suis en conscience, puis je sais, c'est beaucoup de travail, là. Un deuil, c'est beaucoup de travail de se dire, OK, Karine, c'est normal que tu sois en colère. Juste de me dire ça, j'aurais tellement pu aimer me dire ça au lieu de me dire, t'es donc même pas fine. Tout le monde dit que t'es tellement une bonne personne. Tout le monde me dit, ah, Karine, t'es tellement une bonne personne. Moi, je savais la bête que je retenais en dedans, là. Fait que là, si j'avais compris que c'est pas moi ce que je ressens, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui est là, de le vivre en conscience et le coffret. Puis la première entrevue qu'on a fait avec tous les intervenants, je trouve ça extraordinaire, tout le complément de toutes les formations qu'ils vont apporter à un autre, je trouve ça extraordinaire. Donc, de le vivre en conscience pour ne pas le subir, c'est ça l'objectif. Si j'avais su, je sais que, puis c'est correct, je renie pas mon parcours, mais je sais que mon estime de moi n'aurait pas été si ébranlée. Ouais. Alors, Karine, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'on va retrouver, ce que les participants vont retrouver dans ta formation. Alors, dans la formation, premièrement, je vais aborder le temps, justement, parce que c'est une résistance. Je dis toujours, on se fait toujours dire cette phrase-là, le temps arrange les choses. Je dis, oui, mais ce temps-là, on y survit comment? C'est ça l'affaire, c'est, OK, le temps, il n'y a rien de plus agressant que de se faire dire ça, mais j'amène des aspects de par mon expérience qui montrent de quelle façon ce temps-là fait son œuvre, avec des aspects concrets que j'ai vus dans ma clientèle et avec mon travail, avec les groupes de deuil et tout. La vulnérabilité, donc, parfait, tu me dis d'accepter ma vulnérabilité, mais je fais comment? Je commence où? C'est quoi ça, accepter sa vulnérabilité? Est-ce que je suis en danger? Donc, d'amener plus de conscience à ce niveau-là. Les dualités, donc, la tête, le cœur, le corps qui
je le fais de façon très ludique, là. Je pense que les gens sont capables de voir comment je m'exprime avec les images et tout ça. C'est de cette façon-là, je garde ça très simple. Je partage des éléments. Donc, sur la tête, le cœur, le corps aussi, sur ces dualités-là, pour nous amener encore un peu plus de conscience. En même temps, je ne détiens aucune vérité, mais je pense que les gens sont capables d'aller chercher pour recréer à partir d'eux ce qui se passe vraiment. Mais c'est des outils, c'est un langage supplémentaire, en fait. De comprendre la désorganisation qu'on vit, parce que ça aussi, ça vient jouer sur notre estime, sur notre confiance en nous, de comprendre que ce n'est pas nous, ça nous traverse. Et de quelle façon je peux accepter et faciliter cet espace-là quand on est dans l'œil de la tornade, là, puis tout à coup, je vois pas où je m'en vais, ou je peux pas planifier très loin. Donc, la désorganisation. J'aborde aussi beaucoup les relations parce que c'est important de comprendre que tout le monde est ébruité. On est envahi par ce qu'on vit, mais on ne comprend pas que les autres à côté sont souvent maladroits par amour. Parfois, ils sont impuissants, pas parfois, constamment impuissants, et qu'on n'a pas appris à gérer ça. Ils sont impuissants aussi, ils sont inquiets. Ils sont inquiets mais là, ça fait 6 mois, il faudrait que tu te brasses un peu, puis mais quand on comprend pas le processus, après 3 semaines, on voudrait qu'on passe à un autre appel. Mais tout le monde voudrait ça, tu sais, dans le meilleur des mondes de pouliche, là, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, amener un petit peu plus de conscience dans les relations, parce qu'on va avoir tendance à s'isoler, mais de porter un regard quand même plus bienveillant face à soi dans ce choix-là, dans ce moment de solitude-là qu'on a besoin pour ne pas s'isoler et pour aussi aider les autres à nous aider. Aider les autres à nous aimer dans cette faille-là qui est difficile. Oui, c'est difficile, je pense, je t'interromps 2 petites secondes, quand on est en deuil, d'oser demander de l'aide. Hein, parce que souvent, quand on est en deuil, les premiers mois, alors là, tout le monde est là, la famille, les amis, puis petit à petit, les gens reprennent leur vie, puis c'est correct aussi, mais on a du mal à demander de l'aide. On est comme on est, hein. Donc, si on demande beaucoup d'aide, on va en demander beaucoup, mais c'est plutôt rare. Alors, les personnes, souvent, vont avoir tendance à pas demander, puis à se cacher. Quand on comprend pas que le deuil, ça se peut que ça fasse pas nécessairement pour une petite période faire sortir le meilleur de nous, comme si on veut pas montrer ça. Même nous, on a de la difficulté à se regarder. Donc, on veut se cacher aussi des autres, donc de demander de l'aide. Puis, il y a beaucoup de contradictions. J'appelle ça le syndrome du va-t'en, mais reste ici. Je veux pas être seule, mais je veux pas que tu sois là. Puis, tu sais, c'est comme ça. Je me sentais comme un chat, là, tu sais, rentre, sort, rentre, sort. Je me sentais constamment comme ça. Je le vois. Quand on comprend, ça se peut, tu l'expliques. Là, je me sens vraiment, là, pas cohérente. Je veux une chose et son contraire, mais je me comprends plus. Juste d'exprimer. Faut sortir l'éléphant de la pièce. Là. Il y en a tellement des éléphants dans la pièce quand on est dans ces situations-là. Et je termine évidemment avec la gratitude, la voir d'une façon à partir de la résistance. Donc, la gratitude pour certaines personnes, ça va être là tout le long du processus. Moi, je faisais comme... Quand je vois des personnes qui sont là-dedans dans leur processus, là, qui sont au cœur de leur deuil, je fais « wow! » Pour moi, c'est un spectacle. Là. C'est extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Ça prend de la sagesse là, que j'ai pas eue pour réussir à être là. Alors moi, je parle de la gratitude, comment faire pour la réintégrer dans notre vie quand c'est pas facile. Donc, et c'est possible. C'est inconfortable, mais il faut accepter que qu'on passe de l'inconfort à un autre inconfort pour doucement s'en aller vers quelque chose de plus confortable et acceptable. Mais dans le deuil, tous les pas qu'on fait ne nous font pas passer de l'inconfort au confort. C'est pour ça qu'on pense que ça fonctionne pas, mais c'est pas vrai. On peut cheminer quand même là-dedans. Et tu offres également plusieurs méditations en version audio. Oui, il va y avoir 2 méditations. Une justement pour aider les émotions qui sont envahissantes, pour transformer ces émotions-là, tout à fait ludique et tout à fait simple. Et la deuxième qui est vraiment pour toucher une zone de calme, donc intérieure. Et voilà. En tout cas, on se sent vraiment bien entre tes mains, Karine. C'était vraiment super intéressant. Et puis, écoute, on restera encore des heures avec toi, mais on va pouvoir passer en fait une année avec toi en réécoutant, écoutant ta formation, puisque vous pouvez les écouter, toutes les formations, pendant 1 an. Donc, souvent, il y a des gens qui
qui ont déjà acheté le coffret, qui ont déjà commencé à écouter toutes les formations. Puis vous verrez que toutes les formations sont très, très complémentaires, hein. On l'a vu tout au long de ces 10 jours d'entrevue. Donc écoute, Karine, merci infiniment de faire partie du coffret. On en est très, très honorés. Merci à tous qui avaient été là aujourd'hui ou qui allaient nous écouter en rediffusion. Donc je vous rappelle que le coffret est en vente jusqu'au 20 novembre. Allez sur le site internet de Karine, allez vous inscrire à son infolettre, allez vous abonner à sa page Facebook. Elle parle du coffret, allez acheter le coffret avec son lien. C'est une façon aussi de remercier les formatrices de faire partie du coffret. Ça, c'est vraiment bien important pour nous. Et puis, donc, je vous rappelle que le coffret, c'est donc 11 formations, 11 boîtes à outils, des milliers de repères qui vont vous être offerts pour un prix tout doux, même pas 200 $. Fait que faites-vous ce beau cadeau-là pour mieux traverser vos deuils et être plus sereine et reprendre petit à petit goût à la vie, parce qu'on l'a vu avec Karine, bah, c'est possible. À un moment donné, ça arrive et puis on traverse ce chemin et on reprend goût à la vie. Alors, merci à toi, Aurore, vraiment. Merci de faire ça. Puis j'invite les gens parfois à l'acheter en cadeau. Oui. Pour des gens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des certificats cadeaux pour pouvoir remettre parce qu'ils sont impuissants, parce qu'ils ne sont pas outillés, parce qu'ils sont... Alors, c'est quelque chose qui peut accompagner la nuit quand la personne se réveille et n'est pas bien. Puis, voilà. Ouais, puis en plus, le temps des fêtes arrive, puis on sait que surtout les premières fêtes, c'est une période extrêmement difficile et on ne sait jamais trop quoi offrir à quelqu'un d'endeuillé. Et ça pourrait être une belle manière d'offrir un beau cadeau, d'un beau réconfort, comme tu dis. Donc, effectivement, très, très bonne suggestion. Alors, merci à tous et je vous dis à lundi, en fait, pour une entrevue un petit peu spéciale avec Boukhar Diouf. Vous verrez, on va parler aussi de la mort et de ce que la vie doit à la mort. Alors, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.